C'est le dernier épisode de la saison, et je voulais quand même dire un petit mot pour conclure. Je suis de plus en plus obsédé par cette idée de géographie, ou plutôt par cette idée de cartographier un monde théorico-pratique de la musique. Je suis particulièrement fasciné par les cartes anciennes, celles qui sont les plus distantes de la réalité. Et donc, je ne cherche pas une fidélité au champ de la musique. J'ai ma boussole, la notion de matière, et je me laisse porter. Elle m'a amené dans des endroits inattendus. Et cette intuition de début de saison s'est confirmée. La matière, c'est le centre. La matière, c'est le cœur. Et je continuerai à creuser. Cette saison est une première carte que nous finissons par cette recherche du trésor intérieur du barbare avec Louisa Yousfi. En attendant, pour celles et ceux qui le souhaitent, on se retrouve le 22 février à la Marbrerie pour clore cette saison de la plus belle des manières, avec des concerts, un talk avec les invités de la saison et des stands. J'espère vous y voir. Mon premier souvenir de musique, je pense... Alors, c'est pas un souvenir précis, mais c'est plutôt quelque chose d'un peu diffus, je dirais, dans l'enfance, quoi. Et c'est plutôt la rencontre entre deux types de musique, qui sont d'abord celle que j'entends à la maison, qui est celle qui est mise par ma mère, et qui est donc du rail, que je maîtrise pas du tout, dont je maîtrise pas ce que ça raconte. Je pense que c'est du rail ultra populaire. Je saurais même pas le nommer, je saurais même pas dire ce que c'est. Mais je saurais le reconnaître. Et c'est ce type de musique que j'associe à la fois à une pièce, qui est celle de la cuisine, parce que c'est ma mère, à chaque fois qu'elle faisait à manger, c'est-à-dire quasiment tout le temps en fait, parce qu'elle était tout le temps dans la cuisine. Elle mettait la musique, et la musique c'était du rail. Et cette musique, on la réentendait à un autre moment, crucial, incontournable dans nos vies d'immigrés, quoi. C'est les moments où on rentre en Algérie. Et donc, nous, on y entrait parce que moi, j'ai grandi à Nice. Et du coup, pour rentrer en Algérie, on prenait le bateau à Marseille. Et donc, on prenait la voiture, quoi, pour aller jusqu'à Marseille. Et puis après, on y allait en voiture, tout simplement. Et tout le long de ce voyage-là, c'était la musique arabe. Qu'on entendait. Donc ça, c'est un truc vraiment très Madeleine Proust, en fait, je dirais. Et puis, il y a une espèce de deuxième Madeleine Proust, mais qui, du coup, n'est pas directement reliée à ma mère ou à mes parents, qui n'est pas liée à, un rapport ombilical, on va dire, qui est plus liée à une espèce d'autonomisation de ma condition, de moi en tant que... j'appartiens à la France, mes parents, ils appartenaient à l'Algérie, même en étant en France. Et moi, c'est le rap, par contre. Et c'est le rap et le R&B aussi, un truc entre les deux. Je pense à un truc, c'était un truc un peu... Je pense aujourd'hui c'est ridicule, quoi. Mais je me rappelle de Matt Houston. Je sais pas si tu te rappelles. Cendrillon du ghetto. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me revient comme ça. C'était à l'époque où on pouvait graver des CD. Et moi, je n'arrivais pas à le faire. Et puis, je sais pas trop comment on faisait ça, mais je me rappelle que j'avais un copain à l'école qui le faisait, je sais pas trop comment. Et je lui avais demandé à tout prix de me graver le CD de Matt Houston, et notamment pour qu'on puisse chanter Cendrillon du ghetto avec ma copine. Et voilà, je pense aussi identifier un peu à cette histoire de Cendrillon du ghetto, quoi. Autrice, journaliste et critique littéraire, Louisa Yousfi publie en 2022 Rester barbare, dans lequel elle emprunte la figure du barbare à Kateb Yassine pour dessiner un autre destin aux Noirs et aux Arabes de France, celui d'un amour résolument hostile aux attaques de l'Empire. Elle convoque Booba, PNL, Toni Morrison ou Chester Himes pour se défendre avec fierté, et ainsi retrouver la profondeur historique qu'il y a en chacun de nous. Le 20 février, elle poursuit son travail sur le mythe, qu'elle évoquait dans l'ouvrage collectif Contre la littérature politique, avec son livre qui paraît aux éditions La Fabrique et se nomme La Grande Méthode, écrit entre Paris et Rome durant sa pension à la Villa Médicis en 2024-2025. Figure majeure du militantisme décolonial et du média Parole d'honneur, elle participe à la revue Nous et aux différentes émissions du média sur YouTube et sur Twitch. Elle vient développer la figure de la barbarité également comme un impératif esthétique et comme un contre-récit à opposer à l'Empire. Un grand récit pour lequel on ne peut chercher qu'une grande méthode. Merci encore à elle pour ce moment hors du temps,
dont la valeur n'aurait pas disparu si l'enregistrement n'avait effectivement pas marché. Materials, épisode 10, Louisa Yousfi. Ok, donc ça a quand même été un marqueur un peu important aussi dans la création de ton identité, on va dire. Et du coup, ça me donne peut-être envie de renverser ce que j'avais prévu pour cette discussion et de commencer par parler de ton livre qui va paraître, donc qui s'appelle La Grande Méthode, aux éditions La Fabrique. Ce livre, c'est une fiction, enfin, dans ce que j'ai compris, parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où on se parle, c'est une fiction sur une histoire de famille et c'est une forme de mise en récit d'histoire des Noirs et des Arabes, en gros, dans leur exil en France, on va dire. Qu'est-ce qui t'a amené à raconter ça ? Parce que je sais aussi que c'est quelque chose que tu as exploré dans le livre Contre la littérature politique. C'était un premier truc que tu avais déjà un petit peu exploré là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose justement sur ces trajets, sur ces mouvements, on va dire, de personnes, c'est-à-dire de rentrer au pays et tout ça ? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? Qu'est-ce qui a été peut-être le premier déclencheur et est-ce que ça a résonné avec ça, quoi ? Je pense que la clé de compréhension qui existe effectivement déjà dans Rester barbare, c'est le moment où je raconte comment j'ai le sentiment qu'on est un peu rétréci ou ratatiné dans des petites formes, dans des petits récits, dans des petites histoires qui sont souvent liées au fait que le regard qui se porte sur nous, c'est le regard de la sociologie, enfin en tout cas, ou de la documentation, et qui du coup qui entraîne une espèce de langue comme ça, une langue qui est un peu, comment dire, qui nous met un peu à l'étroit, j'ai envie de dire, et qui sociologique, et qui aussi nous déconnecte un peu d'un autre type de richesse qu'on a perdu en fait, qui sont des grands récits qui ont été les nôtres jusqu'ici en fait. On a eu des héritages très importants dont on n'a pas été mis au courant en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a toute une tradition d'écriture, de littérature qui n'a pas été transmise pour plein de raisons que j'essaie aussi d'explorer dans ce deuxième livre aussi. Parce que déjà, parce que la langue arabe nous a été enlevée quasiment. Oui, moi je le vis comme ça, comme quelque chose qui nous a été enlevé, nous a empêchés de l'apprendre et c'était, je pense, une courroie de transmission vers un monde entier, c'est un monde quoi. C'est-à-dire inépuisable, inépuisé et qui nous a privés en fait de nos cathédrales à nous en fait. Parce qu'il y a quelque chose dans la littérature, disons de gauche quoi, de la littérature critique, c'est qu'elle a opéré un geste lié à la postmodernité qui consiste à tout déconstruire et donc à essayer de conjurer la figure du grand écrivain ou du poète inspiré, etc. Et donc il a été question pour ces écrivains-là, donc plutôt occidentaux, blancs, quoi, de dire mais en fait c'est bon, l'écriture c'est pas un truc d'aristocrate, c'est pas on n'est pas touché par la grâce, non, c'est un truc qui doit se faire dans le monde, par le monde, c'est du bricolage, c'est quelque chose une activité un peu profane, on va dire. Mais il y avait quelque chose de l'ordre, il faut déconstruire, il faut détruire ces cathédrales-là qui sont en fait des choses qui ont édifié aussi un certain rapport au monde, qui est un rapport de domination. Et donc nous, si on est dans le camp justement de l'émancipation et de la critique et de la déconstruction, on peut pas se permettre de reproduire ce geste de dominant entre guillemets. Et nous en fait, les descendants de l'immigration, je pense qu'on s'est un peu mis dans cette filiation-là, on s'est mis à écrire un peu comme ça, alors qu'on n'a pas du tout la même histoire. C'est-à-dire moi, j'ai jamais eu de cathédrale en fait. J'ai pas, déjà, laissez-nous d'abord construire nos grands espaces, ces grandes choses là qui étaient censées nous rétablir en fait en dignité. Puis ensuite on parlera sur quoi ces choses-là ont été édifiées et pour quelles raisons il faudrait les détruire ou les déconstruire. Mais là, en l'occurrence, moi, il me semble que du coup, il y a une étape qu'on n'a pas eue en fait, c'est qu'on s'est mis à déconstruire des choses qu'on n'a même pas construites en fait. Et donc parce que voilà, la langue française, c'est une langue qui est comme je dis souvent, qui est la nôtre et en même temps c'est celle. Moi je dis plutôt, on écrit dans le français, on n'écrit pas en français, on écrit dedans, quoi, comme une espèce de cage, quoi, qui est la nôtre. Par ailleurs, je veux dire, on peut l'aimer, on a tous des cages, mais voilà, à l'intérieur de laquelle on se bat un peu. Et du coup, moi je me disais, mais en fait, il faut que je me ressaisisse en fait de choses qui n'ont pas été transmises à cause de l'histoire coloniale qui a marqué une espèce de grande rupture, à la fois épistémologique, métaphysique, etc. Et donc je me suis mise à lire
à chercher dans les traditions, islamiques, pré-islamiques aussi, une espèce de préhistoire de l'islam, où en fait, souvent, dans la littérature persane, où en fait c'est tellement riche, c'est tellement incroyable. Et genre même c'est quelque chose qui m'intimide quoi, limite, je veux dire. Et donc du coup j'ai voulu m'en emparer en me disant mais en fait c'est là qu'il va falloir rechercher un moyen de se re-raconter à nouveau, sans pour autant parce que la grande difficulté qui a été la mienne, c'est que quand on découvre un monde comme ça, en plus c'est un monde du sacré, c'est l'islam. Et l'islam pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, vraiment, pour la majorité des descendants de l'immigration, qu'ils soient pratiquants ou non, qu'ils soient même croyants ou non, j'ai envie de dire, je pense que c'est même le geste de mon livre, c'est qu'il y a un sacré qui passe presque en dehors du sacré. Enfin, il y a quelque chose de ce rapport à cette religion qui est... et qui fait que la difficulté, c'est que face à des textes comme ceux-là, j'aurais pu, être tellement intimidée, tellement tremblante que je savais pas trop quoi, que je me sente pas légitime à m'en emparer. Et donc là, justement, j'essaie de créer un truc qui consiste à la fois à oser le faire, quoi, tout en assumant quelque chose comme une inauthenticité en fait, qui est liée qui est la condition, qui est la caractérisation fondamentale de notre condition de descendants de l'immigration. C'est-à-dire que de toute façon, on va jamais retrouver quelque chose de pur. Nos rapports à tout est forcément faussé, forcément inauthentique, et forcément inexact, confus. Et en fait, c'est pas grave. Il faut assumer cette espèce de confusion, d'inexactitude. Et donc là, il y a aussi une espèce de continuité aussi avec la question de la barbarie, du rester barbare. Sûr. Je pense que tu as posé à peu près tous les jalons qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui, et c'est trop bien. Mais du coup, je vais revenir un petit peu avant dans ce que tu as dit. Et moi, ce qui m'a lancé sur cette question-là, c'est que finalement, il y avait un truc un peu dans Cendrillon du Ghetto qui est déjà un peu ce geste-là de la réappropriation du mythe. Tu utilises beaucoup, tu reprends une forme d'odyssée contre la littérature politique, justement. Qu'est-ce que la mythologie, elle te permet de faire en tant qu'autrice ? Qu'est-ce que justement, en te faisant autrice de mythologie, qu'est-ce que ça te permet d'accomplir comme geste ? Pour moi, il me semble que la mythologie, ce qu'elle permet, le mythe, quoi, qui m'intéresse là-dedans, et ce que je recherche, c'est elle permet une espèce de profusion du sens. Elle permet de maintenir le sens vivant, c'est-à-dire que c'est jamais figé, c'est jamais aplati. Toutes ces histoires, en fait, elles veulent toujours dire plusieurs choses à la fois, et parfois même des choses contradictoires. Et cette contradiction, elle invalide ni l'une des thèses, ni l'une ni l'autre. Elle invalide rien, en fait. Elle rend possible tout à la fois. Et ça, pour moi, vraiment, je pense que c'est une des choses qui nous manque dans les récits de l'immigration, dans les récits qu'on fait de nous ou qu'on fait de nous-mêmes. Et que je pense que c'est souvent ce qu'on appelle les clichés, tu vois. Ça, c'est un truc que j'emprunte à Serge Danet, que j'avais lu c'est dans Ciné-Journal. Et donc, j'ai juste retenu, et c'est un truc qui m'a beaucoup habité, qui continue. Je trouve que c'est très pertinent pour raconter ce que je veux dire, c'est que il dit, mais en fait, il y a malentendu sur ce que c'est qu'un cliché. Un cliché, c'est pas quelque chose de faux. Le problème du cliché, c'est pas qu'il est faux. Il peut être vrai, en fait. Un cliché peut être vrai. Ce qui le rend problématique ou faux, c'est qu'il est un cliché précisément au sens propre du terme. Ça veut dire qu'il est une photo. Ça veut dire qu'il fige quelque chose qui est normalement être vivant. Et je pense que c'est ça qui se passe avec nous, c'est que c'est pas tant qu'on raconte des trucs qui sont faux. Tu vois, à chaque fois on dit ouais, il y en a marre dans le cinéma, les films sur la délinquance, je sais pas quoi, on n'est pas que ça, je sais pas quoi. Mais oui, mais on est aussi ça. C'est vrai qu'il y a ça. Je veux dire, il y a des dealers. Ou alors après on te sort une histoire d'une famille modèle musulmane bien intégrée, on dit non, on n'est pas que ça. Oui, mais on l'est aussi en fait. Mais le problème c'est quoi ? C'est que la manière qu'on a d'aborder ces vies-là, c'est une manière qui va les figer, c'est-à-dire qui donne l'impression que c'est bon, on a fait le tour de leur être, quoi. On les a élucidés. Voilà ce qu'ils sont, point. Et on sent que l'intention, c'est quand même ça, c'est de cerner, c'est-à-dire de faire le contour, vraiment de faire le tour. Et voilà ce qu'ils sont. Et une fois pour pouvoir cerner quelqu'un, il faut pouvoir... c'est un geste qui ressemble à celui de la dissécation, quoi. C'est-à-dire on a tué un corps quand même pour pouvoir l'ouvrir et dire voilà ce qu'il en est, etc., etc. Et donc,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de remettre, de réinsuffler de la vie dans les récits, dans la manière dont on a à se raconter. Et de la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, en vrai, la vie, c'est la conflictualité, c'est la contradiction. Et en fait, pour le dire encore plus exactement, et c'est mon mot, enfin c'est mon mot chéri, c'est mon mot magique aussi, parce que c'est un mot de militant, c'est la dialectique en fait. Il y a de la dialectique dans la vie. La vie, c'est de la dialectique. Ça ne cesse d'être ça. C'est de la contradiction qui se détruit, qui se dépasse, et qui continue comme ça, comme une espèce de spirale en fait. On a toujours l'impression qu'on arrive à une espèce d'impasse. On se dit, oh merde, là on est face à une contradiction. C'est une impasse. Et en fait, cette impasse, bizarrement, elle laisse s'ouvrir une espèce de brèche. Et en fait, on peut passer. Oh putain, ça passe. Et on y va, et on passe. C'est super que tu utilises le mot de brèche. Je pense que c'est l'exact terme. Justement, moi, tout ce que tu dis sur la profusion de sens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que c'est précisément pour ça que je travaille sur la musique. Je trouve que la musique a cette vertu de réussir à marquer un coup et de laisser tout le monde lire le morceau comme il veut, écouter et entendre ce qu'il veut aussi dans les arpèges d'un instrument. Enfin, il y a une forme d'ouverture et en ça, je reconnais complètement cette vertu-là aussi dans ton texte, dans le livre de Contre la littérature politique, qui est vraiment très beau. Et le fait que tu utilises le mot brèche, ça me permet justement de l'emprunter et d'aller vers le prochain sujet, qui est le rap. Tu parles du rap justement comme une brèche, comme cette possibilité-là. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie de raccrocher ce que tu racontes à la musique. Qu'est-ce que pour toi le rap fait ? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton point de vue là-dessus ? Pourquoi est-ce que c'est une brèche pour toi ? D'abord, sur le plan directement, personnel, intime, le rap pour moi, c'était la voie, l'endroit, enfin le lieu par lequel j'ai développé et entretenu une espèce de conscience décoloniale avant l'heure. C'est-à-dire avant que ce mouvement existe, d'abord. Avant aussi que moi-même, je sois revenue de mes illusions intégrationnistes, parce que c'est ce que j'ai été pendant quand même très longtemps, quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'intégrationnisme pour les gens qui sont pas... C'est la croyance, je dis la croyance maintenant, c'est le mythe selon lequel en tant que Noirs et Arabes, on va pouvoir se tailler une place dans la société et appartenir au corps légitime de la nation à la suite d'efforts, quoi, d'efforts un peu liés à la méritocratie, en se départissant aussi d'un certain nombre de choses, de marqueurs identitaires. Par exemple l'islam, évidemment. L'arabe, tout ce qu'il y a à nos traditions, à nos cultures, etc. Un peu cette idée de se déshabiller avant d'entrer en France, quoi. Ouais, c'est ça. C'est laisser à la frontière à peu près tout ce qui fonde notre personnalité historique. Et aussi, du coup, ce que ça veut dire un peu plus concrètement, ça veut dire rompre tout simplement, symboliquement, mais pas que, avec nos parents. Parce qu'en fait, on a l'impression que l'histoire coloniale, c'est un truc qui date de Mathusalem, mais en fait l'histoire coloniale, c'est mes parents, c'est-à-dire que mes parents c'était des indigènes au sens strict du terme, des gens qui ont été des sous-hommes, c'est qu'ils ont été considérés comme des sous-hommes dans leur vie. C'est mes parents, c'est pas ça date pas de, c'est mes parents, voilà, c'est ceux qui m'ont élevé, quoi. Et donc ça, quand on sait que c'est aussi frais, c'est aussi près de nous, c'est-à-dire qu'on nous demande un peu de reproduire un peu ce geste-là, de les laisser eux dans les limbes de la civilisation, quoi. Et pour pas justement pour gagner notre place à nous, rompre avec tout ce qu'ils sont, quoi. Et qu'après au bout d'un moment on deviendrait des Français comme les autres, voilà. Ça c'est un peu c'est le paradigme intégrationniste. C'est un paradigme qui par ailleurs est plutôt qui se présente comme bienveillant, quoi. Ça, il vient en ami, il dit mais nous justement on veut vous inclure. Oui, c'est une partie de la gauche quand même. C'est la gauche, ouais, c'est surtout la gauche en fait, hein. On va dire c'est Mitterrand, c'est le Parti socialiste et tout. Et c'était c'est vrai que là ils commencent à devenir un peu trop nombreux. Ils ont une espèce de ruse, quoi, de bonne idée, quoi. Mais en fait ces gens-là ils peuvent devenir les soldats zélés de l'Empire si on les prend par le bon côté. C'est super en fait, tu vois. Et puis ils seront d'autant plus zélés qu'à chaque fois on fera reculer le moment de leur intégration, c'est-à-dire qu'on leur dit encore un peu plus, tu vois, quand tu fais ça pour Oui, c'est un paradigme impossible en plus. Voilà, quand tu veux encourager quelqu'un à faire quelque chose, tu lui montres un sucre un peu au loin, et puis la personne avance, et puis en fait tu recules de plus en plus, et lui il avance, et en fait
Donc à chaque fois, c'est jamais assez en fait. Mais c'est super que tu dis ça. Du coup, à quel point, enfin, parce que justement, tu parles vraiment aussi du rapport des rappeurs avec cette question-là, notamment PNL et leurs gestes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce geste-là qui consiste à rejeter le sucre et de dire à un moment donné, en fait. Ouais. Bah en fait, je pense que de toute façon, le rap, c'est vrai que bon, il a accompagné, il me semble, l'histoire française. Il a accompagné aussi l'histoire des luttes de l'immigration et que du coup. Il y a eu différents types de rap. Mais ça veut dire, je pense pas comme on pourrait dire aujourd'hui rétroactivement, ah bah il y a eu un rap un peu de bouffon quoi, et aujourd'hui il y a un rap beaucoup plus, de rupture, etc. Je pense qu'en fait c'est juste qu'il y a eu différents moments de la révolte quoi. Il y a eu un moment où effectivement on voulait interpeller la puissance publique, et du coup il y a eu un rap comme ça d'interpellation, ce qu'on appelle le rap conscient quoi. Pour dire bah là on va éveiller les consciences, mais du coup c'est quand même un geste vers l'extérieur, tu vois, c'est un rap qui veut dire, comme on dit, un cri quoi, qui veut raconter la domination, la douleur, la ghettoisation, enfin tout ce que ça impliquait, mais c'était quand même pour que regardez-nous quoi, et même si c'est pour même comment dire un peu insulter etc, genre même NTM en fait en vrai c'est un geste quand même pour qu'on l'écoute quoi. Et ça, à mon avis, je pense qu'il y a un truc qui s'est brisé sur le plan esthétique aussi, mais parce que ça s'est brisé sur le plan politique à partir de 2005. Parce que 2005, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais parce que, bon, après, bien sûr, c'est toujours plus compliqué, mais on aime bien avoir des dates comme ça un peu symboliques. De 2005, on estime, quand je dis nous, c'est les militants décoloniaux, que c'est vraiment la fin du mythe intégrationniste à l'échelle massive. C'est-à-dire que même si les gens se sont pas raconté ça comme ça explicitement, mais c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire bon, en fait, en vrai, ça va pas le faire en fait, ça va pas le faire. C'est plus Black Bambler, tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Et du coup, donc 2005, je rappelle, c'est la mort de Ziad Bouna, les émeutes, la répression dans les émeutes, etc. Et puis après, surtout la naissance de l'antiracisme politique, du mouvement des coloniaux. En fait, c'est là vraiment que sont nés. Oui, quasiment le PIR, le Parti des indigènes de la République, voilà. le C2008 et tout ça, enfin c'est ce genre de... Le CCIF, les organisations, enfin toutes les grandes organisations, le FIQP, le Front Uni des quartiers populaires, enfin vraiment toutes les organisations qui après ont composé ce qu'on appelle le Front commun de l'antiracisme politique sont nées au même moment, c'est-à-dire après 2005. Donc 2005 c'est lié aux émeutes, mais c'est aussi parce que c'est à la suite de la loi 2004 ouais, qui est une loi islamophobe sur l'interdiction du voile à l'école, que nous on interprète comme une loi islamophobe. Bien sûr. Et donc moi, il me semble qu'à partir de ce moment-là, le rap cesse d'interpeller. Alors, soit il va dans dans un truc un peu jubilatoire, joyeux, quoi, genre, bon, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout. On délaisse le politique et en fait, on se fait kiffer. On se fait kiffer, de toute façon, c'est fini. Enfin, il y a quelque chose comme ça, on referme les portes, quoi. On referme les portes, c'est plus eux qui nous excluent, c'est nous qui allons les exclure d'une certaine manière. C'est pas plus mal, en fait, qu'ils nous ont ghettoisés, parce qu'en fait, on a même pas envie de leur parler. En fait. Il y a un truc un peu de cet ordre-là. Donc, soit on va s'éclater, donc on va faire la fête ensemble, donc il y a un rap un peu joyeux, comme ça, un peu dansant et tout, qui se met en place. Et puis, il y a un rap, effectivement, dont je pense que PNL, c'est vraiment le summum. C'est la pointe avancée, en tout cas ils ont excellé pour raconter ça, c'est-à-dire le fameux QLF quoi, cette espèce de grand sectarisme assumé quoi, que la famille, c'est leur mot d'ordre, et je crois qu'ils disent moins on est mieux on se porte quoi, et c'est pas sauf qui peut, c'est sauf les siens, pas sauf qui peut, sauf les siens. Ouais. Il y a quelque chose de très comme ça qui revient, c'est leur gimmick, c'est leur grande devise. C'est en fait nous on pense qu'à nous quoi en fait, et puis surtout c'est terminé. En fait, on veut plus vous parler. On n'a plus rien à vous dire. Le dialogue est rompu. Et ça, c'est l'histoire. C'est une histoire. Je veux dire, pour que paradoxalement ce sectarisme il touche à ce point les masses, parce que c'est ça qu'il avait. Parce que tout le monde bizarrement s'est reconnu dans le QLF quoi. C'est parce qu'il racontait quelque chose de national, quelque chose de tout à fait précis et juste sur la situation, sur la condition des quartiers quoi. Et tout le monde un peu s'y est retrouvé, et ça a fonctionné comme ça. Et PNL, en fait, du coup, leur geste, c'est on va délimiter, on va sécuriser en fait un territoire, qui est le territoire à la fois du quartier, donc qu'eux vont appeler le zoo. On va le sécuriser. Normalement, un zoo, on est enfermé dedans. Et c'est marrant, c'est comme si tu voyais des gorilles qui en fait revendiquaient leur cage, quoi. Il y a un truc comme ça.
Et on va sécuriser ce territoire, qui est donc, je disais, territorial, géographique, mais aussi en fait un territoire énonciatif, esthétique. Et comment on va le sécuriser ? En fait, comment ça se matérialise esthétiquement, le fait de sécuriser un territoire, on va donner des signaux, comment dire, pour dire cassez-vous en fait. Et donc ces signaux, c'est quoi ? On va surjouer absolument à la fois le caractère sous-culture. Donc en gros, on va pas faire du Molière, on s'en bat les couilles de la langue. Enfin tu vois, on va faire du unga, on va pousser des cris, on va faire exactement ce que, je veux dire, ce qui est censé les rebuter en fait. Oui, tu parles de la tribu, j'ai perdu leur nom, mais les Jivaros, ouais. Les Jivaros qui ont fait exactement ce que les gens pensaient qu'ils allaient faire et qui apparemment a retardé aussi leur colonisation par les colons. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais lu ça dans un bouquin sur le cannibalisme, qui avait des anthropologues qui s'étaient beaucoup étonnés, qui avaient fait des recherches et qui s'étaient étonnés qu'à un moment, quand même, en fait, les Jivaros, ils ont quand même pendant un temps, avant de se faire laminer, comme tous les Indiens, mais en fait, ils ont réussi quand même à maintenir un peu à distance les missionnaires, les colons, parce qu'ils avaient prêté l'oreille justement à ce qu'on disait d'eux. Ils avaient entendu qu'on disait d'eux qu'ils étaient des cannibales, des réducteurs de tête, des trucs horribles comme ça. Ce qui probablement il était un petit peu aussi, tu vois, mais selon des règles. Enfin bref, tu vois très très bien comment. Oui. Mais du coup, ils se sont dit, ok, en fait, et au lieu de s'en offenser, quoi, de dire, mais mon Dieu, c'est pas vrai, et comme on peut faire aujourd'hui quand on est dans une position intégrationniste, de dire, mais pas du tout, enfin, venez manger à notre table. Enfin, tu vois, ce serait ça l'équivalent du truc intégrationniste, c'est que t'as des colons qui veulent rentrer chez toi pour te prendre tes terres, et que nous, on dirait, non, mais venez, vous inquiétez pas, asseyez-vous, prenez place, on va vous donner à manger. Mais ça va pas ou quoi ? Donc eux, ils se sont dit, mais en fait, non, il faut pas s'offenser de ça. Il faut en fait entendre que c'est ça qu'ils craignent en fait, c'est de ça dont ils ont peur. Donc si c'est de ça dont ils ont peur, il va falloir au contraire théâtraliser, surjouer, dramatiser ce fantasme-là pour les maintenir à distance, pour leur dire effectivement c'est ce que nous sommes. Et du coup, vous n'avez pas intérêt à venir sur nos terres parce qu'on va vous bouffer. On va vous bouffer. Très bien, restez comme ça. Et en fait, bien sûr que l'analogie avec le rap, pour moi, elle s'est imposée un peu naturellement parce que, en plus, moi, j'appartiens à une génération où il y a eu un peu une espèce de débat. Enfin, encore aujourd'hui, ça l'est encore, quoique un peu moins. Mais ils font chier les rappeurs. Du point de vue des Arabes, des Noirs Arabes, on dirait ils font chier les rappeurs parce qu'ils donnent une mauvaise image de nous, plutôt que. Alors, en fait, ils intériorisent la norme raciste, ils surjouent le truc, alors qu'en fait, pourquoi ils font ça ? Ou alors, ils sont aliénés, ça c'est une musique d'aliénés, etc. Et moi, évidemment, je supportais pas cette manière de parler des rappeurs, d'abord parce que c'est leur dénier le caractère artistique, et puis intentionnel aussi, intentionnel et artistique. Enfin, je veux dire, c'est une proposition qu'ils font, quoi. Ils sont pas, non, c'est pas. De toute façon, moi, les thèses de l'aliénation, c'est les choses avec lesquelles je me méfie. Enfin, je me prends beaucoup de distance parce qu'en fait, on enlève toute la gentilité des gens comme ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, c'est une des questions qui a été le plus récurrente pour moi, on va dire. Genre aussi, moi, j'ai une petite méfiance aussi à quand je m'approche théoriquement, on va dire, du rap, c'est que j'ai toujours un petit peu peur. Il y a toujours les thèses de l'inconscience. Non, mais c'est un truc qu'ils font inconsciemment, mais ils le font quand même. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai un peu repoussé le moment où j'allais arriver à parler de rap parce que je sens que c'est pas un terrain dans lequel je suis forcément légitime pour parler. C'est un truc sur lequel je suis pas. J'essaie d'y faire attention, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a posé la question, comment est-ce que toi, t'en es arrivé à projeter théoriquement quelque chose sur le rap? Quelle a été ta posture, ton attitude, tu vois, comment tu t'es positionné quand t'es arrivé vers cet objet-là, quoi? D'abord, j'ai tenu à me positionner de l'intérieur, c'est-à-dire pas du tout comme une spécialiste, tu vois, comme une spécialiste du rap ou comme quelqu'un qui va se mettre à analyser les textes avec des outils qui sont pas ceux du rap, en fait, tu vois. C'est-à-dire, de toute façon, c'est toujours comme ça qu'on nous a présenté le rap. Enfin, moi, par exemple, tu vois, il y a un truc qui m'a un peu traumatisé, c'était quand j'étais à l'école. Il y a toujours un moment où tu tombes sur un prof de français bien intentionné, quoi, qui se dit tiens, je vais sensibiliser mes élèves à la littérature. Alors, je vais passer par ce qu'ils aiment et du coup, on va étudier un texte de rap, quoi. Ouais. Et c'est une fausse bonne idée, en fait, les gars. Faut pas faire ce genre de choses parce que du coup. Je sais pas, je me souviens plus du texte que c'était, mais je me souviens très bien du malaise, quoi.
c'était malaisant, c'était cringe comme on dit, quoi. Ouais. On se retrouve avec un prof qui en fait essaie de nous faire comprendre des figures de style, quoi, à partir d'un texte de rap que nous on écoutait par ailleurs et qu'on aimait. Mais limite en fait le fait de nous l'avoir présenté comme ça, presque on l'aimait plus, quoi. Que de savoir qu'il y avait un zeugma, qu'il y a une allitération, non seulement en fait ça nous permettait pas d'entrer dans ce qu'on appelle la littérature, je sais pas quoi, mais en plus surtout il nous éloignait de l'objet qui était déjà le nôtre, en fait. C'était un truc horrible, quoi. Mais parce que en fait le rap il est pas à cet endroit, et pas du tout. Déjà il est pas dans une salle de classe, et il s'analyse pas comme ça avec des outils avec les mêmes outils que tu analyses un texte de littérature classique, je sais pas quoi. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on l'aime. Il faut le respecter. Il faut respecter cet objet-là dans sa dignité. Et dans son autonomie esthétique aussi. Dans son autonomie, voilà. Il est, et en fait, d'une certaine manière, le respecter, c'est aussi accepter que nous, c'est ce que je dis un peu dans le bouquin, c'est qu'on arrive toujours un peu trop tard. Oui. On arrive après. Le rap, on arrive après, il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais comprendre exactement quelle puissance nous a traversé au moment où on l'a écouté. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça de l'ordre... Comment dire ? C'est quelque chose qui traverse à peu près toute la musique, quand elle est bonne, quoi. Quand on dit que la musique, elle nous a... Précisément, ça passe pas par l'intelligibilité, ça passe pas par les mots, ça passe pas par... c'est pas quelque chose que tu peux saisir. Justement, la puissance de la musique, c'est quelque chose de tellement mouvant. C'est à un moment donné, c'est une puissance qui a été libéré dans l'air, quoi, dans les oreilles, et qui est passé. Il fallait être là à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Tu dis que ça fait événement. Oui, ça fait événement, voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc qui est lié à la temporalité. C'était là à ce moment précis. Mais une fois que t'as éteint, c'est terminé, on n'en parle plus. Tu peux pas essayer de le recomposer, de dire mais attends, c'est comme si tu essaies de faire expliquer, comme si tu essaies de décrire une musique à quelqu'un sans lui faire entendre, quoi. Ça n'a pas de sens, tu vois. Se dire mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas, moi, quand on me tease une musique, ça me donne trop envie d'écouter. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est oui, donc ça te donne envie d'écouter, mais c'est-à-dire que tu n'auras pas accès à la puissance de ce que c'était si tu l'as pas véritablement. Enfin, si elle t'a pas traversé en tant que telle. Et il y a un truc avec le rap, c'est que c'est ça, donc c'est lié à la fois, bien sûr, à la musique, enfin, je veux dire, au médium, quoi, mais aussi quand même à une spécificité. Qui est celle que c'est un art qui appartient aux descendants de l'immigration, enfin au quartier, et donc c'est un art qui est fondamentalement en rupture avec tout, enfin avec son environnement, et qui est très conscient, comment dire, de la prédation auquel il s'expose, tu vois, quand il pose quelque chose, quand il crée. Donc là on en revient au truc de il faut délimiter un territoire sécurisé, parce qu'on sait que ça va être entre les mains, ça va finir par être, entre ce qu'on dit maintenant, récupéré. Enfin, c'est le mot qu'on dit. Ça va finir par être récupéré. Ça va tomber dans de mauvaises oreilles. C'est toujours ces connards là, les bobos, ils vont nous le prendre. Et ça va arriver. Mais quand même, si on peut négocier un temps, un peu comme les Gévaros, on va négocier quand même une marge. Où à un moment donné, quand même, ils vont pas comprendre ce que c'est. Et franchement, PNL, quand c'est arrivé, je peux te dire, moi je me souviens très bien, oui. Personne captait. Et genre, les gens maintenant qui adorent, les bobos parisiens et tout qui adorent, franchement, ils étaient là, mais genre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de la merde, tu vois, mais c'est pourri, je sais pas quoi. Et ça, c'est la petite victoire, quoi. Bien sûr, c'était un ovni et c'était super. Mais parce que du coup, moi, ça m'a interrogé, parce que tu parles aussi de Booba et du moment où l'Académie française a voulu faire rentrer ses figures de style dans une nouvelle case, la Métagore. Tu cites ce moment-là et tu parles de la réponse de Booba qui dit « nique-toi et tes livres ». Mais du coup, je me suis aussi demandé comment toi, t'es arrivé dans ce truc-là en te disant « comment est-ce que je peux écrire sans que la réponse naturelle et évidente soit « nique-toi et tes livres », tu vois ? Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a un geste paradoxal pour moi, parce que ça veut dire quand même que j'analyse en disant qu'il faut pas analyser, quoi. Mais
En fait, dialectique. Voilà, dialectique, c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé quand même quand j'ai dit de l'intérieur, ça veut dire que j'ai essayé de raconter ce que ça nous faisait, nous. C'est-à-dire, je n'essayais pas de dire ce que c'est exactement. Parce que moi, par exemple, je pense pas que PNL ou Booba, ils sont conscients. C'est-à-dire, je dis pas qu'ils l'ont fait intentionnellement, là, tout ce que je dis. Enfin, ce que je raconte. Mais ça veut pas dire qu'ils sont aliénés non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont traversés par des choses. Et ce qu'on appelle, par exemple, même l'inconscient, c'est des lieux de vérité, l'inconscient. C'est un lieu de vérité, c'est pas un lieu juste d'aliénation. Bien sûr. C'est pas, voilà. Et en fait, ils ont été traversés par des choses qui les dépassent eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça rencontre d'autres inconscients, entre guillemets, qui sont des inconscients aussi. Parce que nous, par exemple, quand on aime le rap, on sait pas non plus pourquoi on aime le rap, on l'aime et puis c'est tout. Et donc moi, j'ai essayé de me dire, alors je vais essayer quand même de rendre compte de pourquoi je l'aime, tout en respectant sa part pas de mystère, mais d'indompté et d'indomptable. Et je veux raconter cet indompté, cet indomptable. Et pourquoi il faut respecter ça. Il faut respecter cet espace-là. Et moi, je pense que c'est ça mon geste quand je fais ces chapitres-là sur Booba et PNL. C'est quand même de rendre compte. Je veux pas forcément complètement déplier pour dire, voilà, c'est ça dont il est question. Je veux dire, en fait, c'est un monde à part, quoi. C'est ça, et comment dire, c'est un écosystème. Et comme c'est un écosystème, c'est-à-dire c'est un truc organique, c'est en vie. Et du coup, c'est un truc qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de pousser dans tous les sens, qui sera toujours de toute façon en avance sur nous. C'est-à-dire nous, on arrive toujours après. On peut, ce que je disais, ramasser les morceaux quoi, de l'attentat, mais l'attentat, il a eu lieu. Je peux pas reconstituer cet attentat. Oui, j'ai réécouté Booba là pour préparer l'entretien et dans un de ses morceaux, il dit dans son dernier album, il dit un autre album, ça va, c'est pas trop grave comme attentat. Et je trouve ça génial. Il y a vraiment ce côté-là de ça a fait événement et on arrive après pour constater quoi. Ouais. Et j'aime bien ce que tu dis, peut-être pour faire un tout petit détour. J'aime bien ce que tu réponds quand on parle aux gauchistes en gros, enfin dont je fais partie aussi, je vais pas m'en exclure, mais la question un peu sempiternelle de mais comment tu peux écouter du rap alors que t'es anticapitaliste, comment tu peux écouter du rap alors que t'es féministe, comment tu peux écouter du rap alors que t'es antiraciste, enfin, tous ces trucs là qui sont inexorables et fatigants dans une discussion. Comment est-ce que toi tu les saisis? Je trouve que ta réponse elle est particulièrement intéressante. Ouais, alors oui, c'est insupportable. Effectivement, c'est insupportable d'avoir à répondre à ça. Mais de la même façon que je disais, on n'analyse pas des textes de rap comme un petit prof de français. Et on n'analyse pas non plus ce que ça raconte, ce que racontent ces gens, enfin les descendants de l'immigration, les hommes surtout, des quartiers populaires, avec les mêmes outils que ceux du progressisme blanc, en fait. Sinon, on comprend pas. Sinon, on passe à côté. Sinon, on arrive, nous, on a nos catégories, sexisme, capitalisme, je sais pas quoi. Et en fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité, on se rend pas capable de comprendre exactement de ce dont il est question. Et on plaque des catégories et surtout des jugements qui finissent par être des jugements moraux. Enfin, ils se disent politiques, mais c'est surtout des jugements moraux en surplomb. Sans chercher à comprendre. Mais ça, c'est un geste que par ailleurs on fait nous aussi en tant que militants décoloniaux, même sur le plan stratégique, même sur le plan politique. C'est toute notre critique du progressisme, elle émane de ça. C'est pas que on adore les sexistes et les masculinistes, c'est que on se dit qu'il y a des espaces-temps en France et des espaces-temps qui ne se croisent jamais. Et les descendants de l'immigration, les hommes des quartiers populaires appartiennent à un autre espace-temps qui demande, comment dire, une attention particulière, sur mesure, spécifique, que tu peux entendre que si tu respectes la dignité de ces vies-là, qui sont des vies complètement écrasées, qui sont vraiment des vies ratatinées, humiliées, et que ce que ça donne à voir, surtout, c'est la manière dont ils se débattent avec une multitude de violences qui leur est faite, quoi. Et par exemple, je veux dire, si on essaie de répondre un peu de manière un peu linéaire sur l'histoire du capitalisme, d'abord, c'est vraiment méconnaître. C'est mal entendre, c'est mal écouter le rap que te dire. C'est-à-dire, mais en fait, c'est des promoteurs du capitalisme, etc. Parce qu'en fait, quand on écoute vraiment bien, en fait, on n'entend pas ça. C'est pas Donald Trump, quoi. Je veux dire, c'est pas Elon Musk. En fait, on entend des gens qui disent « J'ai tellement manqué d'argent qu'aujourd'hui, je suis condamné à en vouloir toujours et toujours. » Mais c'est une malédiction.
Ils sont pas en train de dire c'est extraordinaire, c'est super ce modèle, etc. C'est que tout ce dont on m'a privé et tout ce dont j'ai été programmée pour ne pas avoir, quoi. Pendant que le monde entier était quand même construit sur le règne de ce capitalisme, c'est-à-dire du coup en me mettant à l'écart, voilà, des lois de ce monde, et ben moi évidemment que j'ai trouvé une brèche, évidemment que de mon point de vue c'est une rébellion, c'est un acte de résistance, c'est ma manière à moi de, comment dire, de me réempouvoirer, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est le réempouvoirment. Évidemment, ça passe par l'argent. Non, mais qui ose aujourd'hui, là, mais qui sont ces gens qui osent reprocher aux pauvres de vouloir être riches? Mais qui sont-ils? Qui êtes-vous? Qui peut se permettre ça? D'aller voir des gars de quartier, là, qui ont manqué de tout, de leur dire mais franchement vous abusez, vous aimez trop l'argent, vous voulez trop être riche, il n'y a pas que ça dans la vie, mais allez vous faire foutre, quoi. Je veux dire, quel est ce degré d'indécence pour en arriver là? C'est des gens qui ont la possibilité morale, on va dire. Évidemment, mais tout le monde a le luxe. Je veux dire, quand tu as les moyens de la bonne vie, de la vie respectable et des bonnes idées, des belles idées, tu peux les savoir. Mais eux, ils n'ont pas les moyens d'avoir de belles idées. Sur la question du sexisme, il y a encore plein de... Je veux dire, on pourrait en parler à plein d'égards, de différentes manières. Mais par exemple, je tire juste un fil. La question du sexisme, moi, j'ai toujours dit, je me suis jamais sentie blessée. Genre, je suis une femme, hein. Je suis pas une femme différente qu'une autre, parce que je le dis parce que les femmes, les militantes décoloniales, on a l'impression, comme on a un malaise, je veux dire, on fait une critique du féminisme, etc. Ouais. On a l'impression que, du coup, on est juste les complices du patriarcat, tu vois. Mais pourquoi on serait complice du patriarcat? Expliquez-nous. Enfin, je veux dire, j'ai pas de raison moi d'être complice du patriarcat. Je reste une femme. Enfin, je suis une femme, donc je devrais quand même me sentir blessée, je sais pas, par des propos que j'entends dans le rap et tout. Et pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que je les entends, ces propos. Ça ne me blesse pas. Et je me suis posé la question, pourquoi ça ne me blesse pas? Ça m'a jamais blessée, même quand j'étais jeune, tout ça. Et je ne crois pas non plus à la thèse de parce que je suis aliénée, je ne me rends pas compte de mes intérêts. Je suis militante politique, je pense que j'ai quand même j'ai développé un esprit critique. Je ne crois pas que c'est parce que je suis ignorante de mes intérêts de genre, tu vois. Je pense au contraire que j'ai une intelligence fine de ce que j'entendais. Et que je sais exactement qui sont mes frères. Et que je sais que quand ils disent ça, en fait, là je dis c'est encore qu'un fil. On pourrait en parler, mais sinon on va faire toute l'émission là-dessus. Mais je sais qu'en fait, ils répondent à l'endroit par où on les a humiliés, par où on veut les humilier. Notamment par le fait qu'on veut... Enfin, l'un des aspects du racisme contre les Noirs et les Arabes, contre les hommes, c'est d'essayer de les émasculer, de leur dire, de les séparer de leurs femmes et de leur enlever toute possibilité de se revendiquer de ce patriarcat qui est le patriarcat officiel, enfin le patriarcat réel, quoi, de l'homme blanc, qui est celui qui structure par ailleurs la société, le monde, etc. Mais eux, ils n'ont pas le droit de ça. Eux, ils n'ont pas le droit. Et du coup, tu vois, c'est un peu comme le capitalisme, quoi. C'est-à-dire le monde entier, en fait, on est tous des connards de consommateurs. On veut tous, en fait, en vrai, on veut tous quand même se mettre bien. Mais par contre, eux, non. Ils ont pas à vouloir, comment dire, ils ont pas à jouer le jeu de ça parce que sinon, c'est des mauvais révolutionnaires, je sais pas quoi. Et c'est pareil. Les hommes des quartiers répondent à l'endroit où on les humilie. On veut les séparer de leurs femmes. On veut dire, on n'aime pas leur virilité. Ça, je veux dire, il y a plein d'études là-dessus. On veut pas qu'ils soient virils, on veut les déviriliser complètement. Et eux, évidemment, qu'ils répondent. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Ils répondent par une sur-virilisation. Et donc, cette sur-virilisation, elle passe bien sûr par le sexisme, quoi. Mais, si tu veux, moi, je me sens pas visée, en fait. Je sens que c'est un truc entre eux et les hommes blancs. Enfin, tu vois, c'est une bataille entre eux et les hommes blancs ou l'État, quoi. Et ce qu'on leur fait. Nous, à la limite, c'est juste un... Comment dire voilà, c'est une courroie, c'est un champ stratégique, en fait. C'est un champ de bataille, quoi. Mais c'est pas moi qui ai lancé les questions. C'est pas ça qui lance les questions. Il faut qu'on réponde au coup. Il y a un côté un peu... S'il te plaît, ma sœur, mais toi, sur le côté, c'est pas grave, on va parler de toi, mais c'est parce que, en fait, eux, là, il faut se les faire parce qu'ils veulent nous la faire et nous, il faut qu'on se les fasse. Et voilà, moi, j'assiste à ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai envie de leur dire même, allez-y. Même j'ai envie de leur dire, allez-y, je m'en bats les couilles. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut, moi je suis avec vous. Ouais.
Bah, moi, je comprends complètement ce que tu dis et j'aimerais bien peut-être qu'on parte de ça pour aller vers un truc plus... Et que du coup, on arrive à parler de ton livre qui s'appelle Rester barbare, que j'ai juste ici, qui est sorti en 2019. Et j'aimerais bien qu'on parte là-dessus, sur les notions d'empire, sur les notions de barbarité un petit peu, pour aller tranquillement vers la fin après. Dans ce livre-là, tu pars d'une citation de Kateb Yassine qui incite à rester barbare pour dire des choses. Comme si la culture, elle nous forçait à désapprendre, elle rendait l'esprit impuissant. Et je trouve cette formule d'ailleurs très, très puissante, je l'ai beaucoup appréciée. Mais du coup, ça m'a questionné aussi sur un truc, c'est que je m'intéresse beaucoup à la question de l'instinct. À quel point un artiste peut faire confiance à son instinct. Parce que on est dans des sociétés, justement, tu l'as dit, traversées par le capitalisme, traversées par le racisme, le sexisme et tout. Et bah, il y a un peu de ça, c'est les eaux de la ville, tu vois. Ça continue d'en retrouver des traces dedans. Et pour toi, à quel point, quand t'es artiste, tu peux écouter cet instinct-là? À quel point il faut y prêter attention, ou à quel point il faut le conscientiser et le travailler? Il y a deux choses. Mais je pense, pareil, c'est une dialectique, comme on dirait. Non, mais je pense que, quand même, on est quand même dans un temps qui est le temps de la rationalisation extrême. Enfin, je veux dire, c'est le règne du rationalisme triomphant qui a plutôt tendance à vouloir tout déplier, effectivement, tout expliquer, tout rendre transparent. Il y a quelque chose de l'ordre de la transparence. Tu sais, Annie Lebrun, elle avait écrit un truc sur le noir, et donc notamment sur la pollution lumineuse, tu vois. Elle faisait une espèce d'analogie vachement bien sur le fait qu'avec la technologie, avec le rationalisme triomphant, la technologie a rendu invisible, a évacué la nuit. En fait, il n'y a plus de nuit. Aujourd'hui, dans les villes, il n'y a pas de nuit, à tel point qu'il n'y a plus d'étoiles, en fait. Et ça, en fait, du coup, elle dit que ça a des conséquences aussi sur la manière de créer, sur les artistes, et qu'on a plus accès aux étoiles, en fait. Mais à cause de cet assaut rationaliste, cet assaut il faut tout dévoiler, il faut tout clarifier, il faut tout rationaliser, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, se départir de ça, se départir de ce règne-là, de ce réflexe-là, qui consiste à donner de la dignité qu'à une idée qui est complètement maîtrisée, qu'à une langue complètement maîtrisée, qu'à un geste qui est complètement entendu, identifié. Parce que pour moi, je pense même que ça, c'est plutôt aujourd'hui, on est en 2026, c'est même un geste, ça va devenir de plus en plus un geste fasciste. De vouloir... Quelque chose de lisible. Ah ouais. Okay. C'est ça le fascisme pour moi. L'esthétique fasciste, c'est ça que ça va être de plus en plus ça. Parce que c'est une manière, en fait, de procéder par identification. On veut identifier des formes. C'est comme si tu disais à chaque idée, montrez vos papiers. Qui êtes-vous? Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tu vois, c'est une manière de catégoriser, et pour maintenir une espèce de contrôle sur ce qui arrive, sur ce qui se passe dans la tête des gens. Genre plus seulement dans la vie concrète, matérielle et réelle, mais aussi dans ce qui se passe dans leur tête. Et donc rien ne doit nous échapper. Tout doit être complètement... voilà. Alors que, justement, je pense que le rôle des artistes, de tout temps, ça a été précisément de réinsuffler des choses qu'on n'arrive pas à cerner, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est intéressant parce que du coup, moi je sais qu'il y a aussi une injonction, et même dans ce podcast ou dans des trucs comme ça, où il y a un petit peu l'injonction à rendre tout lisible pour que ça soit accessible à tout le monde. Tu vois, la politique de l'accessibilité, le fait tout ça. Mais du coup, ça se connecte un petit peu à ce que tu viens de dire, et ça me pose la question, parce que on en vient du coup à rediriger le geste artistique vers l'extérieur, à dire il faut se rendre lisible il faut que la personne qui arrive, notre œuvre soit accessible, qu'elle soit lisible, qu'elle soit qu'on comprenne, parce que sinon c'est un peu classiste, c'est un petit peu méprisant et tous ces trucs là. Comment est-ce que toi tu le vois? Du coup, tu vois vraiment la création comme un geste intérieur, plus d'exploration de soi, quitte à ce qu'on puisse pas nous comprendre, tant pis. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que le snobisme, le classisme, le mépris de classe, il est du côté de celui qui considère qu'il faut rendre accessibles les œuvres. Parce que mais au nom de quoi, en fait? Qu'est-ce que tu crois que les gens sont, en fait? En fait, je veux dire, déjà, pour envisager les choses comme ça, c'est que tu supposes que toi, tu en sais plus, et que le peuple, quoi,
pour le dire simplement, en fait, il a besoin qu'on l'aide à comprendre, quoi. Parce que le peuple, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger, c'est-à-dire qu'il faut mâcher l'aliment, parce que lui, il ne saura pas faire, il ne comprendra pas, etc., etc. Il n'est pas capable de sublime, il n'est pas capable justement d'accepter, même lui-même, de ne pas tout comprendre. Et ça, je veux dire, pour moi, ça veut tout dire. Ça veut dire que, en fait, ça dépend de comment on considère le peuple et comment est-ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'on attend de ce peuple, voilà, on se dit en fait c'est une espèce de masse informe qui en fait c'est plutôt des consommateurs, c'est-à-dire qu'il faut leur donner à manger, voilà. Il faut les divertir. Et sinon ils sont incapables, non, ils veulent pas faire d'efforts. Et donc faut leur en gros c'est je veux dire, si tu fais ça, tu condamnes l'art à être une chose consommable, quoi. Il faut que ce soit prêt à l'emploi, prêt à comprendre, voilà, c'est de la consommation. Prêt à citer dans les thèses. Voilà, mais et du coup tu le prives, en fait, en vrai tu les prives de l'expérience de l'art, de l'expérience de la rencontre, de ce que c'est que la rencontre avec une œuvre d'art, qui est justement pas de la consommation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu t'arrêtes. Devant une œuvre, tu dois t'arrêter. C'est-à-dire c'est un temps suspendu, comme on dit. Je déteste ce mot maintenant. Tout le monde dit c'est un temps suspendu. Non, mais c'est un temps où tu t'arrêtes, où tu es obligé de... Tu sors un peu du régime ordinaire, de la rationalité ordinaire, tu vois, tu sors de ton régime pour entrer, pour se voir ou ouvrir une fenêtre qui tend vers quelque chose à la fois soit d'inconnu, de sublime, en tout cas de quelque chose qui n'est pas encore... voilà, qui te permet en fait de respirer, enfin, tu vois, d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir un horizon. Donc, soit tu considères que le peuple, c'est, en fait, il faut juste lui donner à manger de temps en temps, ça lui fait du bien, et puis comme ça, et puis voilà, on lui apprend, quoi. C'est l'école. Il est à l'école. Il va au théâtre pour aller comme on va à l'école, quoi. Il ouvre des livres comme on ouvre un manuel scolaire. Non, mais je trouve ça horrible. Soit tu considères que le peuple, en fait, c'est le sujet révolutionnaire. Et donc si c'est le sujet révolutionnaire, ça veut dire que c'est lui qui a pour mission historique de mener la révolution. Donc c'est lui, en fait, qui sait. Et c'est lui qui est en capacité, qui est au contraire, qui est le plus au contact du sublime, de la capacité à voir le sublime, d'être traversé par des visions, des grandes visions, d'être traversé par des grands affects. Et que ce peuple-là, il est au-dessus de nous, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il saura, s'il est face à une œuvre, toute opaque soit-elle, si elle est en face à une œuvre qui est grande, qui est forte, qui est talentueuse, qui produit quelque chose, même s'il la comprend pas complètement, ce sera une grande œuvre. Il la reconnaîtra comme une grande œuvre. C'est pas vrai que moi ce truc ils comprennent pas, du coup ça, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a des œuvres qui étaient opaques et nulles à la fois. Et qui du coup a pas eu de public, que le public il était nul, tu vois. C'est que t'as pas juste, je veux dire tu peux pas ériger un diagnostic sur ce qu'est le peuple, ton propre échec, tu vois. Ouais. Juste que si ça a pas rencontré la masse, c'est ton problème, en fait. Oui, mais le problème c'est pas la masse elle-même, tu vois. C'est ton souci à toi, qu'est-ce que je te dise. Donc remets-toi en question, mais remets pas en question et te dis pas du coup il va falloir que je traduise, quoi. Pas du tout. Moi je pense qu'au contraire, en plus, ce qu'on appelle encore le peuple ou la masse, la culture de masse, elle est faite en fait souvent par des grandes ruptures d'artistes, d'écrivains, etc., qui ont quand même commenccommencé par initier un truc inidentifiable, un peu bizarre et tout, et qui a fini par devenir le truc de masse ultra mainstream. Donc en fait, c'est qu'on comprend, donc c'est bien la preuve qu'on est en capacité de saisir quand quelque chose de fort, de nouveau, de puissant arrive. En fait, on sait le faire, ça. En fait, le public, le peuple sait faire ça. En fait, il sait reconnaître une grande œuvre quand elle arrive face à eux. Mais même quand elle ressemble à rien de précédent de ce qu'ils ont vu jusqu'ici. Et je dirais même qu'il y a une grande reconnaissance à ça. Je veux dire que on te serait gré de faire ça, en vrai. Il y a quelque chose peut-être de plus compliqué parce que c'est pas la même temporalité, effectivement, que celle de la consommation. Parce qu'il y a de la culture de merde, enfin, tu vois, de la culture de masse de merde. C'est vrai que ça vient et ça repart, tu vois, et ça va très vite. Tout ça existe. Mais il me semble que les gens, quand même, j'adore les gens, la masse, le peuple, les gens, non mais, puis moi, en fait, j'en fais partie. Je sais que, en vrai,
on déteste ce qu'on mange. Tu vois, quand je dis ce qu'on mange, c'est de la consommation culturelle. En fait, on sait qu'on c'est de la malbouffe. Mais bon, Oui. on va quand même on continue à aller au McDo, etc. C'est le tu vois. truc dans les cantines où ils ont fait exprès des mauvaises isolations sonores. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es pollué par du bruit, tu fais moins attention à ce que tu manges. Ouais, Il y a ce truc-là. c'est Ouais, ça. ouais. Bah ouais, mais tu vois, on le sait tous que c'est de la merde. Il y a personne qui, tu vois, les trucs qui sont justement pensés pour être didactiques, pour être pour être mainstream, qui sont pensés dès l'origine pour être mainstream, genre vraiment conçus quoi. On reconnaît tout de suite. Et ceux qui le consomment, ça veut pas forcément dire qu'ils adorent, etc. Ça veut juste dire, bon, bah, il y a ça à manger, on le mange. C'est comme on va au McDo, quoi. Les gens qui vont au McDo, ils savent très bien qu'ils bouffent de la merde, mais ils le bouffent quand même, parce qu'ils disent, bon, bah, voilà. Mais par contre, tu leur mets un truc étoilé, un jour, je peux te dire qu'ils vont voir la différence, d'accord Oui. Et ils vont préférer ça. Ils vont le préférer, mais c'est juste que si tu continues à penser ton truc comme... C'est-à-dire qu'en fait, même cette préoccupation, je la trouve louche, quoi. Cette préoccupation de dire, non, mais il faut que je me fasse comprendre. En soi, tu vois, mais te pose pas cette question, en fait. Tu te crées, fais un truc. Si toi, tu considères que tu appartiens à ce monde-là et que tu appartiens aux gens, enfin dire, tu occupes avec les autres êtres humains le même espace, géographique, mental, affectif, etc. En fait, ce qui va te traverser toi comme quelque chose de vrai, de fort, va traverser les autres de la même manière. À moins que tu considères que toi, t'es au contraire, justement, un artiste hors norme, à part entière. Donc là, évidemment, il faut que tu traduises, quoi, tu vois. Mais moi, non, si que j'écris, je sens que là, c'est du vrai. Je sens que je suis connectée à ma vérité ultime. Mais je me dis, mais ma vérité, c'est celle des miens. C'est la même. Il y a pas, je fais pas la distinction. C'est la même. Donc si moi ça me touche, ça touchera. Mais alors attends, c'est très très bien que tu dis ça et que tu le raccroches à ta pratique parce que j'aimerais qu'on... En fait, je me dis, j'avais préparé plein de questions sur Rester Barbare et sur vraiment l'aspect très théorique, mais en fait, j'ai envie de l'explorer d'une autre manière. Peut-être comme la barbarité, comme une recherche aussi. Une recherche en soi, et tu parles de cette vérité-là. Comment est-ce que le concept de barbarité, c'est une question un peu provocante parce que c'est un peu de la récupération, mais en même temps, je trouve que c'est un défi un peu marrant. Comment est-ce que cette recherche de la barbarité, elle peut être un guide pour les artistes ? Peut-être que d'abord tu peux nous expliquer ce que c'est la barbarité, peut-être le contraste avec le sauvage aussi, peut-être d'abord pour faire le... Oui, la barbarité, moi j'en ai fait quelque chose comme un territoire énonciatif. Donc quelque chose de littéraire, encore une fois. Ouais. Quand je dis littéraire, c'est pour dire qu'il y a pas, ça n'a pas prétention à établir, ça n'a pas prétention à une grande rigueur analytique, tu vois. C'est pas quelque chose que tu peux stabiliser. D'ailleurs, c'est marrant. Profusion de sens, c'est ça. Voilà, c'est marrant parce que les gens souvent qui ont aimé le livre, ils savent pas pourquoi. Non, mais c'est-à-dire quand ils disent oh j'ai adoré, mais alors vas-y raconte. Et en fait ils savent pas. Ils sont là genre mais je sais pas parce que tu dis des trucs. Mais alors qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que t'apprends. En fait c'est parce qu'ils ont pas appris quelque chose, tu vois. Mais par contre ils ont été traversés par une espèce de force, d'énergie quoi. Et c'est ça qu'ils retiennent, tu vois. Et c'est marrant parce que du coup ça veut dire c'est performatif, tu vois, ce que j'ai à la fois voulu expliquer et en même temps je l'ai fait advenir, tu vois. Genre ça peut être expliqué autrement que comme ça. Donc et je pense que ça tient au fait que c'est littéraire au sens où tu vois c'est un mot barbare, la barbarie, c'est un mot bascule, c'est un mot qui est seuil, qui veut dire quelque chose et en même temps son contraire. Tu vois, c'est à la fois, le lieu du maquis intérieur, c'est-à-dire de tout ce qui n'a pas été dompté par l'Empire, de tout ce qui a été laissé, la terre vierge, quoi. Moi, je dirais aussi nos derniers trésors, que l'Empire ne s'est pas encore accaparé. L'Empire, c'est la figure... C'est l'Occident, oui, pour le dire simplement. Ouais. Franchement, c'est l'Occident. Depuis Jules César et tous ces trucs-là, qui voilà, pour et j'aime bien, moi, dire Empire aussi pour dire... pas parce que je sais, évidemment, il y a des gens qui m'ont dit « Mais Soral, il dit Empire ». Bon, d'accord, il n'y a pas que Soral qui le dit, mais bon. Soral... pas pour faire une espèce de truc de complotisme, mais parce que
quand même, ça raconte quelque chose de la spécificité, il me semble, du rapport Bien sûr. racial, Ouais. qui est un rapport de domination qui n'est pas exactement le même que, par exemple, le rapport de classe ou je sais pas quoi, qui a ce site particulier, que c'est une domination qui en veut à tous les aspects de l'existence, tu vois, la colonisation, c'est ça, tu vois. C'est pas seulement on en veut à toi comme force de travail, à ton corps comme force de Il y a travail. une question de l'âme, même le truc sur Valladolid et tous ces trucs-là, c'est vraiment C'est la question de l'âme. Voilà, Ouais. c'est vraiment tous les replis de l'existence, tu vois. On veut t'accaparer complètement, on veut rentrer à l'intérieur de toi. Et c'est ça, mais le ressort de l'humiliation, c'est ça. De toute façon, l'humiliation, c'est on veut que tu te détestes. Et donc, il faut, pour que tu puisses te détester et nier, comment dire, ta propre dignité, il faut rentrer dans des zones qui sont précisément pas des zones, justement, que la rationalité critique, que la gauche critique, que l'intellectualité critique peut rendre compte avec ces outils. C'est pas possible. Il faut passer par autre chose. Moi, je passe par la littérature, mais il me semble que le mouvement décolonial, il y parvient même en politique, tu vois. Pour moi, c'est un des territoires politiques qui a réenchanté le politique. Complètement. Qui le réenchante complètement. Parce que justement, il donne à voir des choses comme ça. Des choses comme l'âme, la beauté. Tu sais, c'est des mots comme ça qu'on a réhabilité, quoi. L'amour révolutionnaire. L'amour révolutionnaire. Le sous-titre de Ouria, c'est ça, quoi. Exactement. C'est des choses qu'on a complètement réhabilitées et qui sont normalement des choses un peu qui sont un peu méprisées, quoi, tu vois, par les c'est pas les technocrate, c'est pas très c'est pas précis, c'est pas marxiste, je sais pas, c'est pas matérialiste, tu vois. Donc il y a un truc comme ça. Et nous, toujours dans un geste dialectique, parce qu'en fait, on dit mais si, c'est quand même un geste, le matérialisme lui-même est habité et hanté par l'affect. Voilà, par l'affect, par un autre rapport, tu vois, par des rapports qui sont non matériels, justement. C'est pas une mécanique, je veux dire, le monde n'est pas une horloge, tu vois, c'est pas une horloge, c'est plus que ça, tu vois, on est habité par des forces invisibles, en fait, par des âmes, par des êtres humains. Je veux dire, un être humain, il tient à la verticale parce qu'il est quand même tenu quand même par quelque chose de plus grand que lui. Sinon, on serait juste des bouches à nourrir, quoi. Ouais. C'est juste ça qui nous intéresserait. Ce n'est pas le cas. Personne ne fait ça. Personne ne fait la révolution que parce qu'il a faim. Ce n'est pas vrai. Et on fait pas la révolution parce qu'on a faim. C'est pas ça qui se joue. Dans la grande méthode, c'est le propos que que j'essaie de développer. Incroyable. Un petit peu. Pardon, du coup, j'ai perdu un peu. Non, mais du coup, c'est cette distinction entre barbarie et sauvagerie. Oui, voilà. Donc, c'est à la fois une figure de ce territoire-là qui est celui de ce qui n'a pas été touché par l'Empire. Et puis aussi, c'est la figure, parfois, selon les occurrences, en fait, de notre ensauvagement. Ça, c'est-à-dire, c'est aussi, mais c'est le même endroit. C'est pas, tu vois, c'est le même endroit, tu vois. C'est-à-dire les moments où quand on a voulu, répondre à l'humiliation, on a voulu résister et en même temps, ça nous a abîmés. Tu vois, je parle notamment dans le chapitre sur Chester Himes, quand il tue sa maîtresse blanche. C'est pas juste, un criminel, je sais pas quoi. C'est-à-dire, en fait, oui, effectivement, il s'est ensauvagé. Enfin, on considère qu'il s'est ensauvagé, c'est-à-dire là, il est devenu un monstre, quoi. Mais en fait, il n'avait pas d'autre moyen. En fait, le chemin pour être un monstre, c'est le même que pour pouvoir résister à ce qu'il était fait. C'est-à-dire, c'est à la fois son chemin de la dignité et c'est à la fois le chemin de sa monstruosité, de son ensauvagement. C'est-à-dire, il y a pas de solution. Tu vois, il y a un truc d'une impasse existentielle. Et c'est les deux à la fois. Et justement, tu dis que le barbare, c'est celui qui mobilise ça et qui en fait une vitrine, enfin pas une vitrine, mais qui le vit, alors que le sauvage, c'est celui qu'on peut encore récupérer, qu'on va aller dompter. Voilà, en tout cas, ce qui est la force du barbare, c'est qu'il y a cette possibilité-là, qu'il y a cette grande tension, que on pourrait aussi identifier comme un feu. Tu sais, à un moment donné, je dis que c'est un feu qu'on doit tenir en respect à l'intérieur, mais qui doit continuer à brûler. Oui. Mais qu'on doit le tenir en respect. Mais il faut qu'il soit là. Tu vois, il faut qu'on soit toujours sur le seuil de notre basculement, que ce soit toujours possible pour nous, en fait, de véritablement accomplir la prophétie de l'Empire, c'est-à-dire de devenir des vrais barbares. C'est-à-dire ça, il faut pouvoir dompter ce démon, mais vivre avec, quoi. C'est pas juste dire... Parce qu'en fait, le fait de vivre avec, c'est aussi la mémoire de notre résistance. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Puisque t'as plus la langue aussi, c'est ça. Mais ça, en fait, quand tu milites, quand tu te dis révolutionnaire, en fait, tu deals avec ça. Tu deals constamment avec le feu. C'est-à-dire avec le fait que tu peux être littéralement abîmé, détruit
par ta volonté de tout détruire. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est cette phrase même de PNL, je sais pas si je veux voir sauver la Terre ou si je veux la brûler. Si je veux voir la brûler. Ce truc-là, c'est ça. C'est la position du militant révolutionnaire, si tu veux. Oui, c'est toujours le danger de faire brûler une bibliothèque, que ça fasse brûler toute la ville en même temps. En fait, à la fois on veut qu'il brûle, à la fois on veut pas qu'il brûle. En fait, on veut quand même le sauver, mais il faut qu'on reste sur ce fil. C'est ce fil qui maintient la tension qui fait qu'on continue, tu vois. Mais si tu perds le côté je veux voir brûler la terre, en fait, tu deviens le bon sauvage. Je te le dis, parce qu'en fait, tu deviens le mec qui reste un peu à éduquer. Qu'on montre aux zoo aussi. Oui, comme on dit, regardez, c'est ça être un sauvage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est aussi une manière de nous déresponsabiliser, parce que la manière de nous déresponsabiliser, du coup, on peut se dire ah bah c'est sympa quoi. C'est comme un avocat qui te défend à la cour, tu vois. Et sa ligne de défense ce serait mais regardez, c'est juste que c'est un débile mental. Ok, il a fait ça, mais il est complètement con. Et puis vous voyez bien que c'est un animal en fait, tu vois. Et puis que du coup, t'aurais des juges qui disent ouais, c'est vrai que c'est des animaux, donc ça va. Bon bah par contre, il faudrait qu'ils aillent à l'école. Il faudrait qu'on leur apprenne un peu. Oui, vous inquiétez pas, on va les dresser et puis rééducation, etc. Et ça va aller mieux. En gros, ça serait ça. Ça c'est moi c'est ce que c'est, tu vois, bon un peu à gros traits, mais j'aime bien, je le fais volontairement. C'est ça le truc intégrationniste en gros, tu vois. C'est voilà, bon ils sont musulmans, ils ont pas encore compris que la liberté c'était la laïcité, enfin tu vois, il fallait passer par le sécularisme, ils comprennent pas encore plein de trucs, mais vous inquiétez pas, en fait à force tu vois de temps passé avec nous et puis de rééducation républicaine, ils vont se mettre en fait, à devenir des humains, c'est-à-dire en fait, ils vont se mettre à devenir comme nous, parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'habiter dignement ce monde pour la blanchité que d'être blanc. C'est-à-dire que d'endosser complètement les normes de la blanchité. Mais pour le raccrocher à cette recherche artistique, moi, il y a une phrase qui me marque toujours dans 5G de Booba, qui est la phrase où il dit moi, c'est qui je suis pas quoi, je suis pas Charlie. Et justement, je trouve qu'il y a ce truc-là. Comment est-ce que quand on est artiste, on représente, comment est-ce qu'on la recherche, cette barbarité, comment est-ce qu'on la représente, Non, mais ça, c'est génial. Cette phrase, elle est géniale parce que. Et d'ailleurs, elle fait écho à une phrase que j'écris dans le livre où je dis on est des barbares, en fait, bloqués entre deux barbaries. Exactement. Tu vois, deux types de barbarie. Et en fait, il faut qu'on reste barbare, mais pour pas être à tomber dans une des deux barbaries, tu vois. Qui est Charlie, parce que Charlie c'est une barbarie. Bah oui. Puisque bon, si on suit mon propos, en fait tu vois mon propos il arrête pas de dialectiser quoi, donc il se retourne à chaque fois en son contraire. Donc en fait Charlie l'Empire en fait c'est la vraie barbarie, tu vois, c'est eux les vrais barbares, etc. Mais parce que c'est la phase du rire aussi de la violence. Oui voilà. C'est la phase de ah mais regardez en fait c'est drôle Mahomet. Voilà. En tout cas l'Empire Charlie, je suis Charlie, c'est la barbarie. Je veux dire c'est horrible. Enfin c'est la domination du monde, c'est vraiment le mépris de tout ce qui n'est pas occidental, tout ce qui n'est pas blanc. Et ça, ce mépris, s'il était que comme ça dans les airs, ok, mais il est adossé à un pouvoir destructeur qui détruit des civilisations entières, qui aujourd'hui fait un génocide en Palestine. Je veux dire, c'est des choses qui sont réelles, quoi. C'est adossé à ça, c'est adossé à ce monde-là. Bien sûr. Donc oui, c'est pas juste enfin voilà. Mais donc ça c'est la véritable barbarie. Et en même temps, je dis entre deux barbaries. Et donc l'autre barbarie, c'est le 13 novembre. Je pensais plutôt au 11 septembre. Ouais. Mais bon, c'est pareil. En fait, tous les attentats. Qui aussi, c'est pas quelque chose que je montre comme une solution, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi une barbarie. Je considère que là, c'est le moment où en fait, on a perdu. Ouais. Et on s'abîme. On s'est complètement abîmé, mais on a perdu. Pourquoi ? Mais parce que on a, comme je dis, accompli la prophétie de l'Empire, parce que c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il produit. Il produit des bombes à retardement, et quand elles explosent, il feint de s'étonner qu'elles explosent, et il les condamne, etc. Alors que c'est lui qui a mis le compteur. Qui a mis le compteur, quoi. C'est lui qui l'a fait, quoi. Ouais. Et en fait, c'est juste que du coup, quand cette barbarie-là, c'est une vraie barbarie, parce que au final, elle rejoint complètement la première, quoi. Tu vois, elle rend toute la chose cohérente. Elle rend la chose mathématiquement correcte, comme dirait Chester Himes. C'est mathématiquement exact, c'est une science exacte. Le racisme est une science exacte, tu vois. Et donc nous, on est dans une espèce de truc comme ça, entre deux, quoi. Enfin, on doit occuper une place comme ça. Et oui, pour l'artiste, ce que ça veut dire, surtout là, c'est que finalement, le geste du barbare, paradoxalement encore, c'est un geste qui est très sophistiqué, en fait. Bah oui, parce que c'est un geste qui demande d'avoir une acuité assez extraordinaire quand même
pour marcher sur ce fil, d'avoir une finesse, une habileté pour jamais, éviter tous les écueils et pour marcher au-dessus du gouffre, quoi. Mais il faut marcher au-dessus du gouffre, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être au-dessus d'un gouffre. C'est ça, en fait, c'est presque un geste de funambule. Alors, quand on imagine un geste de barbare, on imagine un mec avec une hache et tout. Et en fait, c'est plus un geste, c'est un truc très délicat. C'est un geste de funambule. Le barbare, c'est un funambule. Il marche sur un fil. Il faut pas qu'il tombe. Moi, il y a aussi un autre aspect sur cette question de l'horizon, sur cette question de ce que fait le stigmate aux horizons qu'on peut prêter aux gens, c'est-à-dire à ce que tu vas devenir, à cette prophétie justement. Toujours pareil, il y a une phrase de PNL, de NOS plus particulièrement, qui me marque toujours. NOS dit dans Deux frères, ils rêvent de s'en aller. Enfin, ils rêvent de s'en aller globalement depuis le début de leur histoire de PNL. Ils veulent s'en aller, ils veulent aller sur un autre monde et tout. Et au final, il dit qu'il revient dans son bâtiment. Et il dit ouais, moi je pourrais m'en aller, mais le paillasson a pris 15 ans. Et lui, il restera là. Et il y a un truc de nostalgie, de mélancolie dans la compréhension de ce que c'est que l'horizon, des choses, des objets, des trucs qu'on va laisser là, le paillasson qui n'a pas changé, les murs qui n'ont pas changé, ce truc de finir par bien aimer, qui est aussi des trucs dans les pièces de Brecht par exemple, les pauvres finissent par bien aimer l'endroit où ils sont. Est-ce que justement cette barbarie, c'est un retournement aussi, c'est un retournement de cet horizon-là, de qu'est-ce qu'on va devenir, comment est-ce que de se ressaisir de cet horizon. Tu vois ce que ça donne à voir, je pense, ce que tu viens de dire, c'est que c'est une tragédie. C'est ça le sens d'une tragédie. Il y a pas de, en fait, la résolution, elle est impossible. Elle est même quand on a réussi, on n'a pas réussi. C'est ça qui raconte PNL et que je raconte aussi. Genre même quand on a réussi, on s'est intégré, je sais pas quoi, on est devenus des Français, on n'a pas vraiment réussi. On a perdu. C'est-à-dire qu'en ayant gagné de ces choses, on en a perdu des plus importantes encore. Tu vois. Et PNL, tu vois, eux, ils racontent leur ascension, le fait qu'ils soient, voilà, ils sont sortis du quartier, ils ont réussi, nanana, c'est une success story, quoi, tu vois. Tour Eiffel, ouais, ça. Et en fait, cette success story, elle a pas de happy end. Elle dit, en fait, à quoi, tu vois, à quel prix ? Enfin non, en fait, ça nous plaît pas. On est au sommet de la Tour Eiffel. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de retourner au quartier. c'est notre bac, tu vois. C'est notre bat, c'est ça qu'on veut, en fait. Et parce que dans tout ce qu'on a gagné, c'est-à-dire il y a une part qui est irréversiblement perdue. Et on comprend qu'en fait, on y a laissé plus que ce qu'on a gagné. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'aventure de l'intégration, pour les descendants de l'immigration, parce que réussir, c'est jamais réussir en fait. Réussir, c'est un peu perdre d'une certaine manière. Il faut faire un choix. Soit tu restes dans ta merde, dans ta misère, mais du coup tu fais pas l'expérience, tu sais pas. Tu peux continuer à croire que c'est super, tu vois. Mais si tu en reviens, c'est pour ça que je dis moi, Rester barbare, c'est un livre que j'aurais pas pu écrire si j'étais pas devenue ce que je suis devenue. C'est-à-dire c'est un livre qui raconte l'intégration depuis l'intégration, c'est-à-dire une fois qu'elle a été faite. C'est-à-dire je peux pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, un migrant qui arrive, évidemment qu'il n'est pas du tout à mon endroit. Pour lui, ce serait complètement incompréhensible de dire ça. De dire, il faut pas s'intégrer. Moi, je vais pas dire ça à un mec qui arrive en France, qui a pas ses papiers. Dire, mais non, tu vas te faire avoir, faut pas s'intégrer. Tu sais, on n'est pas du tout même. Tu vois, en fait, c'est un geste qui peut que advenir à partir de la condition des descendants de l'immigration qui sont passés par la moulinette républicaine et qui en est revenu. En fait, quelque chose de. Mais c'est un peu le même geste que le rap, en fait, c'est le geste de l'après-événement. Ouais. Le truc de. Il s'est passé un truc, la langue a fait rap, le truc. Enfin, ton geste, il est déjà arrivé après après la prophétie, quoi. Ouais. Toujours le temps de retard derrière le mythe. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a quelque chose de, oui, comme tu disais, d'une grande nostalgie. Je pense que dans le livre, j'écris la nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu. C'est vraiment ça, quoi. C'est parce qu'en fait, tu vois, par exemple, TNL, ils disent mais mes cafards, mon bat, etc. Genre, en fait, on était heureux, quoi. Enfin, j'aime. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il a jamais aimé. Bah non. C'est-à-dire que c'est une reconstruction rétroactive de ce truc-là. Donc en fait, ça n'a pas vraiment eu lieu, ce truc où t'étais bien, là où t'étais. Il a quand même fallu faire ce chemin. Mais ce chemin, en même temps, il t'a complètement fait perdre ça. Et ça s'appelle une tragédie moderne. C'est pour ça que je dis que oui, nous, on a des grands récits, en fait. En fait, ceux qui sont en même d'être à l'endroit, d'être les sujets de grands récits, de grandes tragédies, de grandes formes, tu vois, esthétiques, littéraires, etc. C'est nous, pour le coup. C'est nous, les grands tragédies. C'est nous, Achille, Ulysse, tout ça, tu vois. C'est nous.
Enfin, nous, comme ça, tu vois, on a ça, quoi, exactement. Et en fait, juste, il y a une autre image sur laquelle j'aimerais bien peut-être finir, c'est, il te dit aussi, quand il parle de la lune, à la fin, parce qu'en plus, tu sais, pour PNL, on se demande si c'est pas la dernière fois qu'on les a entendus, parce que il y a la possibilité qu'ils reviennent pas, ils arrêtent pas de donner un peu des signaux comme ça, dans ce sens-là, pour dire on n'a même pas envie, en fait, on n'a même pas envie de continuer, puis en fait, en vrai, on n'a même pas voulu faire ça, enfin, tu vois, il y a quelque chose de... J'adore, enfin, cette désinvolture dans... Tu vois, mais ils te disent que la lune leur fait des doigts, leur fait des ouates. Tu vois, une lune qui nargue, c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, elle n'arrête pas de repousser, elle n'arrête pas de reculer, nous on avance, et franchement, c'est ce que je disais quand on a commencé, tu m'as demandé ce que c'était que l'intégration, je te disais, mais en fait, c'est comme si tu avais quelqu'un qui te disait, viens, tu vas avoir ton sucre, et en fait, plus tu avances, plus la personne, elle recule, bon, bah, c'est la lune qui te fait des doigts, en fait. Qui te, tu sais, c'est le rêve, tiens, voilà, en fait, tu l'auras pas. Au sommet de la Tour Eiffel, c'était pas suffisant. Tu l'auras jamais, tu n'auras jamais ce que tu vois. Et donc, il faut trouver une espèce de... Bon, il y a de la beauté dans ça, bien sûr. Ouais. Mais du coup, c'est une beauté tragique. Moi, je pense que c'est une beauté tragique. Les descendants de l'immigration portent en eux cette beauté tragique. Elle comment dire, elle attend encore d'être travaillée, transmise, exprimée, tout ça. Je veux dire, elle attend encore ses formes, cette beauté tragique. Elle reste à travailler. Et d'autant plus que ça sera de plus en plus, à mon sens, d'autant plus que ça va se radicaliser, là. C'est-à-dire que là, ça va même être de moins en moins beau et peut-être de plus en plus tragique, tu vois. On arrive à des temps extrêmement sombres pour nous. Extrêmement sombres. On sait que la nuit, winter is coming, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que ce qui s'écrit aujourd'hui, bon, la grande méthode aussi, je pense, est un peu hantée par ce truc-là. On est juste avant de grands désastres, tu vois. Tu sais, il y a une grande inquiétude. Et donc ça ce qui s'écrit là dans ce laps de temps là du point de vue des descendants de l'immigration doit être entendu contextuellement. Ça veut dire le fascisme arrive, on sait que c'est nous qui allons prendre, mais en plus, et après, qu'est-ce que ça va donner après? Qu'est-ce que on va être rendu capable encore de faire, de produire? Ça, c'est des grandes questions. Qu'est-ce que ça va faire de nous aussi? Ouais, qu'est-ce que ça va faire de tout? Qu'est-ce qu'on va continuer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore se raconter aux autres? Enfin, je veux dire, moi, c'est c'est ma grande inquiétude, je suis hantée, quoi, en fait, je suis hantée par mon propre temps, ma propre époque. Je sais que c'est pas une époque anodine. Je sais qu'on est au seuil d'un basculement, pour le coup, comme je parle beaucoup du basculement. On est au seuil d'un basculement. Est-ce que je serai une génération qui va se contenter d'être sur ce basculement sans voir le basculement, mais j'ai des enfants, donc je peux que envisager ce que ce serait après, quoi. Ou est-ce que je serai de cette génération qui va basculer elle-même? Et là, je sais pas, tu vois. Et c'est un truc qui hante évidemment l'écriture, qui hante mon écriture et qui va continuer à la hanter, j'imagine.